Ce matin, j'ai vu Armel. Je pensais qu'il était devant, donc ça va plutôt pas mal. Et je sais pas s'il est. Maintenant, je ne le vois plus, donc c'est bizarre, quoi. 6e jour de course au large des Canaries. Armel Lecléache, à la lutte avec François Gabard et Bernard Stamm, s'est emparé des commandes du Vendée Globe. Au sortir d'un front particulièrement actif, l'ensemble de la flotte peut souffler et progresser en route directe vers l'équateur. Les contraintes d'une navigation inconfortable s'estompent peu à peu, à la faveur de conditions nettement plus agréables. Chez la plupart des concurrents, l'exigence de l'épreuve semble enfin se conjuguer avec le bonheur d'être en mer. On vient de passer les Canaries, on a demain les îles du Cap-Vert à portée. Bonne vitesse à bord du Mirabeau. Dans les alizés, pour l'instant ils ne sont pas très forts, une quinzaine de nœuds. Mais sans ça, superbe ambiance, bonne chaleur, on sent quand même qu'on a quitté l'hiver européen. Les joies et les peines du Vendée Globe. Le 17 novembre, Samantha Davis et son bateau meurtri, amarré dans le port de Funchal. Après son dématage, la plus française des Anglaises a rejoint l'île de Madère, le cœur gros et les ambitions en berne. Le même jour, Jérémy Bayou est en 6e position lorsqu'il transmet ses images. À la tête de qui et qu'on voit bien l'œil de Vérin qui a pété net comme il faut. Le vérin qui permet d'actionner latéralement la quille de son bateau, s'est brisé net. Voilà, on a le bateau qui prend l'eau là. Donc faut vraiment se mettre à l'abri. Le skipper de Maître Coq est obligé de se dérouter vers les îles du Cap-Vert afin d'évaluer les possibilités de réparation sans assistance. Très vite, le verdict va tomber. Jérémy, bonjour. Il y a beaucoup de monde ici pour t'entendre ce matin. Là, pour être très clair, je suis en route moteur vers le port de Délo, là, sur l'île de Saint-Vincent. La course est finie. C'est la vie. Hein. Le même week-end, Alex Thompson a, comme qui dirait, senti le vent du boulet. C'est une moitié de barre de liaison. Vous voyez le problème ? Alors que son monocoque avançait à 20 nœuds, le skipper d'Hugo Boss voyait son hydrogénérateur s'arracher et endommager au passage la barre de liaison des safrans. Du coup, Alex Thompson a sorti la caisse à outils en même temps que son manuel du parfait bricoleur. Ah, j'ai fait le job. En tout cas, j'ai appris, ça c'est sûr. Voilà les réparations de la barre de liaison qui était cassée ici et ici. C'était un peu une réparation à la Robinson Crusoe. Pour l'espagnol Javier Sanso, c'est un problème de rail de grand voile qu'il a fallu résoudre. C'est la pièce que j'ai réparée hier, la pièce que j'ai dû aller chercher en tête de mât. Ça n'est pas tout à fait la même, la nouvelle a été renforcée. On a perdu pas mal de place, mais j'espère pouvoir les récupérer. J'espère que je vais avoir de la chance, mais en tout cas je vais faire tout mon possible pour me rapprocher. Après l'abandon de Jérémy Bayou, 15 bateaux répondent encore à l'appel. La flotte est scindée en 3 groupes clairement identifiés, les favoris, les outsiders et les retardataires. Devant, c'est tout droit, plein sud. Pour la stratégie, on verra plus tard. En bon éclaireur, Armel Lecléache ouvre la voie en vue de la prochaine difficulté du parcours. Là maintenant, on va direction le poteau noir qu'on devrait aborder demain dans la journée. Et si tout va bien et qu'on le franchit, et ben on ira passer l'équateur. Voilà, il reste à peu près 600 000 avant l'équateur, donc un peu plus de 1000 km. Sur ce Vendée Globe, voilà, il fait chaud et il fait beau à bord de Banque Populaire. En embuscade derrière les bateaux de tête, un trio composé de loups de mer. Ils ont pour nom Golding, Vavre et Le Cam, 162 ans à eux trois et des tours du monde en veux-tu en voilà. Depuis plusieurs jours, ils régattent au contact, à tel point que Jean Le Cam a du mal à trouver le sommeil. Cette nuit, là, j'entendais le ronflement de tous les skippers là, qui étaient dans le groupe, là, tu vois. Je les entendais tous, putain, et Golding, qu'est-ce qu'il ronfle, alors c'est incroyable. Et le sud, c'est pareil, j'arrivais pas à dormir tellement il ronfle. Bonjour tout le monde, à bord de PRB, et l'ambiance est chaude et lourde et se profile devant nous le célèbre poteau noir. Le poteau noir, là où se rejoignent les alizés de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud, formant une sorte de maelstrom climatique. Devant moi, un poteau noir plutôt étendu et plutôt actif. Donc ça va pas être simple. Et au 9e jour de course, il y a du monde qui tourne autour du pot, un poteau noir comme on en a rarement vu,
Armel Lecléache, fatalement ralenti, est pris en chasse par 5 bateaux qui se livrent une incroyable bagarre aux allures de régate entre 3 bouées. On va voir, quelle horreur. C'est hyper dur, avec des grains jusqu'à 35 nœuds. C'est une superbe lutte, vraiment, dans une mer formée, voir les bateaux comme ça, se brouiller quelque part, c'est vraiment très beau. Ouais. Au plus fort de cette lutte extrêmement rapprochée, les 5 chasseurs se tiendront en moins de 3000. J'avais jamais vécu un poteau noir comme ça. La nuit dernière a été dantesque, avec les grains dans tous les sens. J'ai commencé à voir le bout du tunnel. Je suis au près dans quelque chose qui pourrait ressembler à un début d'Alizé. En queue de flotte, le poteau noir est encore loin. Michel Desjoyaux les aurait qualifiés de coubertinistes, comprennent qui pourra. Ils font la course mais n'ont pas vraiment la pression du résultat. N'empêche, leur détermination n'a d'égal que leur enthousiasme ou leur fantaisie. Et voilà, Team Plastique Souspi. Je suis à environ 260 000 du Cap-Vert. Grand voile haute, tout envoyé, et grand spi et tranquette. Le soleil, belles conditions de navigation. Et mention spéciale du jury à Alessandro Di Benedetto, qui filme les dauphins comme personne. Bertrand de Broc, lui, ne fait pas de bruit. Souvenez-vous. Il est revenu au Sable d'Olonne suite à son avarie du départ. Après avoir effectué les réparations qui s'imposaient, il est reparti avec 13 heures de retard. Aujourd'hui, il poursuit son petit bonhomme de chemin et grignote les places au classement, doucement, mais sûrement. Je vois pas le temps passer, hein, je vois pas le temps passer, donc non mais c'est super quoi, mais j'aimerais bien être un petit peu plus dans la course devant, mais bon, la route est, comme on dit, elle est encore longue, et puis il va se passer plein de choses. Il reste encore 80 jours de navigation, donc j'ai encore le temps de me refaire la triste, comme on dit. Un peu plus en arrière, à la latitude des Canaries, la trajectoire incohérente du Polonais Zbigniew Gutkowski ne manque pas d'étonner depuis plusieurs jours. Le 21 novembre, en but à d'insolubles problèmes de pilote automatique, c'est la mort dans l'âme qui envoie ce message à la direction de course. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous dire ce que j'ai en tête depuis quelques jours. Le courage, ce n'est pas seulement combattre, mais aussi savoir s'arrêter. Je ne peux pas continuer comme ça. Sans pilote automatique, je ne peux pas courir. Et si je ne peux pas courir, je dois abandonner. C'est une décision difficile, une des plus difficiles de ma vie, mais il s'agit là du vent des globes, de la force immense de l'océan, et je n'ai pas les moyens de me battre. Le même jour, c'est en solide leader qu'Armel Lecléache s'est extirpé du poteau noir pour mieux franchir une fameuse ligne imaginaire, porte d'entrée dans l'hémisphère sud. Alors on vient de franchir l'équateur, il y a un quart d'heure là. En 10 jours et 19 heures, Armel Lecléache réalise le deuxième temps de référence sur le tronçon des Sables d'Olonne-l'Équateur, après les 10 jours et 11 heures de Jean Le Cam en 2004. Voilà, tout va bien, on est la tête à l'envers. Quelques heures plus tard, ses poursuivants immédiats le rejoignent dans l'Atlantique Sud. Bonjour mesdames et messieurs, nous voilà en direct sur Massif pour le passage du poteau noir. Pas le passage du poteau noir, il m'a marqué lui. Pour le passage de l'équateur. Et voilà, on a passé l'équateur avec Mister F. Auteur d'un remarquable début de course, Bernard Stamm a accroché le bon wagon malgré quelques petits problèmes. Le bateau, il était ballotté comme un bouchon dans la mer sans vent, quoi. Donc la voile est venue taper cette dérive et c'est une déchirure qui n'est pas très compliquée à réparer en soi, mais j'arrive pas à la descendre, la voile là. Donc voilà. J'ai un petit souci de voile. Derrière le groupe des leaders, Mike Golding franchit l'équateur pour la 22e fois. Château Angélus, premier grand cru classé 2009. Jean Le Cam, lui, ne se refuse en rien. Bah oui. Au 12e jour de course, 8 concurrents naviguent désormais dans les alizés de l'hémisphère sud. Parmi ceux-là, Jean-Pierre Dick, le skipper de Dierbach-Paprec, bien reposé et bien positionné. C'était ma première nuit un peu bonne, je dirais, avec
avec pas mal d'heures de sommeil. J'avais profité pour essayer de me reposer, le fait que ce soit assez calme, il n'y a pas trop de réglages, donc ça c'était une bonne chose, ouais. Mais bon, toujours une position un peu d'attaque, on va voir un peu comment ça se passe, mais techniquement, comme dirait notre ami Didier Deschamps, et tactiquement, ça me va. En tête du Vendée Globe depuis une semaine, maintenant Ramel Lecléache ne lâche rien. Pour le skipper de Banque Populaire, comme pour ses poursuivants les plus proches, l'heure est venue de négocier le prochain passage à niveau. Là, on descend l'Atlantique Sud en direction du cap de Bonne-Espérance, et avant ça, il va falloir contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Sur l'écran de l'ordinateur, on peut voir la flotte là-haut. Voilà. Le cap de Bonne-Espérance là, et au milieu l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et c'est le fait que l'anticyclone de Sainte-Hélène soit très au sud comme ça, qui nous force à le contourner par son ouest, puisque si on essaye de le contourner par l'est, eh ben on va se retrouver face au vent plutôt qu'avec des vents portants. Donc voilà pourquoi on va faire ce détour. Alors il y aura peut-être quelques petites variantes, mais c'est la physionomie générale. Et en guise de conclusion, pour François Gabard, un tour du monde peut aussi avoir la saveur des agrumes. Petite surprise. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pamplemousse. Alors sachez mesdames et messieurs que c'est mon dernier fruit frais avant un bon petit peu de temps. On est parti ici, on est actuellement en large du voisine ici. Et comme vous l'imaginer, il reste pas mal de chemin. Voilà. Au bas mot, encore 20 000 milles environ à parcourir sur ce Vendée Globe 2012-2013. Clap de fin sur cette deuxième semaine de course.